Alors Schengen 35, ce sont des participations actives pour la musique et le cinéma aussi. Donc par exemple avec le festival de musique FIMU qui a eu lieu à Belfort, donc avec toutes ces scènes ouvertes, ces musiques du monde et tous les étudiants qui étaient présents, mais aussi un concert franco-allemand en ligne avec une chanteuse française, un pianiste allemand et un accordéoniste français. Il y a eu aussi donc une collaboration avec les Petits Claps qui est un festival franco-allemand de courts-métrages qui a eu lieu cette année en ligne. Schengen 35, c'est des rendez-vous linguistiques en français, en anglais, en allemand, en luxembourgeois, en néerlandais. C'est des rendez-vous pendant lesquels on n'apprend pas seulement à découvrir une langue, on apprend aussi à découvrir d'autres cultures, le tout dans un moment très convivial autour d'un verre. So das Projekt Schengen 35, das ist auch Erfahrungen und Besichtigungen, also so wie das Besuch des Haus Robert Schumanns oder Besuch des Bergbaumuseum Parc Explore Wandel oder das Centre Européen von Schengen in Luxemburg. Während des Projekts Schengen 35 haben wir eine Fahrradtour organisiert. Wir haben von Saarbrücken bis Schengen entlang des Saarflusses gefahren. Die Strecke war insgesamt 175 Kilometer und ich muss sagen, das Blick von der Landschaft war immer erstaunlich. Außerdem haben wir zwei Yoga-Crossboard-Workshops organisiert und in der Zukunft wird bestimmt solche entspannende Veranstaltungen organisiert. Also Schengen 35, das ist auch Gespräch. Da haben wir Konferenz gehalten. Also zum Beispiel, wir haben Christoph Warren, der Co-Vorsitzende des deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung, eingeladen. Und da haben wir über das Aarauer-Vertrag gesprochen. Und er ist heute wieder da in unserer Konferenz. Während des Projekts Schengen 35, wir haben Crossboarding Workshop auf Sustainability organisiert. Erster Workshop auf Robotik in Belfort, zweiter Workshop in Luxemburg über Solar-Meerwasserentsalzung und dritter war in Lothringen über nachhaltige Landwirtschaft. Stell dich vor, los geht's! Hallo zusammen, mein Name ist Kim Determann, ich bin 21 und komme aus Hannover. Ich studiere Deutsch, Französisches und Internationales Management am DFHI und bin jetzt im 3. Jahr. Meine Lieblingsfächer sind Projektmanagement und interkulturelles Management. Ich würde sagen vielfältig, praxisorientiert und sehr familiär. Meine schönste Erinnerung ist die Einführungswoche, als alles noch ganz neu war und man neue Leute kennengelernt hat. Bonjour à tous et bienvenue à Schengen. Non, je ne suis pas à Schengen pour aller voir le château qu'a peint Victor Hugo. Je sais qu'il y en a certains qui viennent de Franche-Comté, c'est pour ça que je cite cela. Je suis pour une autre raison. Madame Kneip, vous êtes directrice du Centre européen de Schengen. Pourquoi faut-il que nos éditeurs aillent impérativement à Schengen? Ja, Schengen ist bekannt für das Schengener Abkommen natürlich. Und genau das ist das, was man hier spürt. Das ist eine der größten Errungenschaften, die wir in der Europäischen Union haben. Gleichzeitig wie der Euro, die europäische Währung ist. Der freie Verkehr zwischen einem Land und dem anderen ist genau das, was man jeden Tag erleben kann. Also das ist definitiv ein Grund, nach Schengen zu kommen. Außerdem, wenn Sie hier sind, dann spüren Sie diesen Spirit of Schengen, von dem wir immer sprechen. Sie haben verschiedene Monumente, Skulpturen und so weiter, an denen man wirklich sehen kann, was Schengen bedeutet. Diese ganze Region lebt eigentlich dieses Schengener Abkommen. Und last but not least, wenn Sie sich umschauen, wir sind in einer Weinregion. Sie waren nicht in Schengen, wenn Sie nicht den Schengener Wein probiert haben. Und die Spezialität daran ist, wenn der Wein aus Schengen kommt, dann kommt er normalerweise nicht nur aus Luxemburg, sondern auch aus Deutschland und Frankreich. Das heißt, der Schengener Wein ist auch ein internationaler Wein. Herzlich willkommen bei uns in Schengen. Vielen Dank, Frau Kneip. Wir sind hier an einem Standort, wo der Schengener Abkommen unterschrieben wurde.
Und wir gehen jetzt in der Geschichte. Wir werden jetzt vor la Lumière fragen, was sie in Schengen erfahren hat im 1985. Quel souvenir avez-vous de l'Europe avant l'espace Schengen et de ce moment historique de la signature des accords à Schengen il y a 35 ans? Avant les accords de Schengen, ou plus exactement avant la mise en œuvre des accords de Schengen, on était dans une période où les frontières entre les pays membres de la communauté étaient saturées. Je pense notamment aux camionneurs qui, les queues de camions bouchaient complètement l'horizon, et c'était devenu, le franchissement des frontières était vraiment devenu un acte héroïque. Alors, Schengen, évidemment, c'était pour alléger les formalités aux frontières et éviter les bouchons. Mais il y avait aussi, avant Schengen, la conscience de certains, et notamment du chancelier Kohl et du président Mitterrand, que la libre circulation des personnes qui était inscrite dans le traité de Rome était freinée par ces embouteillages aux frontières. Parce que je parlais des camions, mais les voitures particulières, c'était pareil. Et ils étaient aussi conscients, ils l'ont dit, que pour développer ce sentiment européen, alors qu'on partait de sentiments nationaux très forts, pour développer ce sentiment européen, il fallait faciliter cette liberté de circulation des personnes. Donc tout ça mélangé faisait que certaines personnes, et notamment ces deux dirigeants, souhaitaient vraiment fluidifier la circulation à l'intérieur de la communauté, ce qui était actuellement la communauté. Et je dois dire que nous avons travaillé pour élaborer le texte qui sera signé à Schengen avec la volonté d'avancer. Bon. Alors à Schengen, quand on s'est réunis, on avait une bonne conscience, on avait l'impression d'avoir rempli le contrat. Et alors vous me demandez mes souvenirs de Schengen. Moi, j'ai le souvenir d'une journée de campagne très ensoleillée au mois de juin, dans un paysage bucolique, car nous étions sous présidence luxembourgeoise et les Luxembourgeois avaient eu l'idée géniale de réunir les signataires, non pas à Luxembourg, mais dans un village. Alors pourquoi ce village? Après tout, on aurait pu signer à Luxembourg. Mais ce village, non seulement est un joli village, mais il est à la frontière des trois pays, le Luxembourg, l'Allemagne et la France. Et pour faire un peu d'originalité, ils nous avaient réunis sur une péniche sur la Moselle, car c'est le confluent de la Moselle et d'autres cours d'eau à Schengen. Donc tout ça avait été très bien préparé par les Luxembourgeois et je le répète, c'était vraiment bucolique, une partie de campagne, il faisait beau, on avait le sentiment d'avoir bien travaillé et nous nous connaissions. Car en fait, tout ce travail avait été fait par des secrétaires d'État, pas par des ministres de plein exercice et puissants. Non, nous étions tous des secrétaires d'État parce que
personne ne pensait que ça allait être un acte aussi important au moment de son application et que l'espace Schengen deviendrait un symbole magnifique. Parce qu'en fait, c'est devenu le symbole de la liberté de circulation. Et combien de temps ça a pris la préparation justement ? On avait quand même travaillé pendant plusieurs mois pour mettre au point les formules. Et puis alors il faut dire que il y avait nos deux dirigeants, Mitterrand et Kohl, qui poussaient et qui nous avaient dit obligation de résultat, vous vous débrouillez. Mais il y avait des freins. Et je me rappelle avoir été assailli de freins, de coups de frein, venant principalement du ministère des Finances de l'époque. C'était les services des douanes qui, évidemment, se disaient mais il y a des postes de douaniers qui vont devenir inutiles puisqu'on allège les contrôles aux frontières, il y aura besoin de moins de monde. Et puis c'était aussi des freins qui venaient du ministère de l'Intérieur. Alors là, pour d'autres raisons, c'était pas défendre les emplois des douaniers, mais c'était la crainte en ouvrant les frontières, enfin en facilitant la circulation, c'était faciliter les criminels, les bandits, les délinquants qui pouvaient plus facilement passer d'un pays à l'autre. Donc ces deux ministères étaient très hostiles et ont freiné. Moi je me rappelle un voyage que j'ai fait au mois de il y a quelques mois avant la signature. J'ai fait un voyage de Bruxelles à Strasbourg. Et dans mon compartiment, il y avait un fonctionnaire, je ne sais plus si c'était de l'intérieur ou des finances, il a passé tout le voyage à essayer de me convaincre qu'il ne fallait pas de ce futur traité. Voilà. Et savez-vous s'il y a eu peut-être les mêmes soucis pour vos homologues dans les autres pays ? Je pense que oui. Parce que c'était un réflexe non pas uniquement nationaliste, c'était des fonctionnaires consciencieux qui, en toute conscience, craignaient que cette facilitation... Alors, vous voyez que j'insiste toujours en disant que ce n'est pas une suppression des frontières. Les frontières, elles restent. Mais c'était un allègement des formalités. Alors, ceci étant, le texte que nous avions mis au point était quand même très prudent. Et d'abord, il était très court. 33 articles, je crois. C'était très court. Ça ne supprimait pas du tout les frontières. Ça allégeait les formalités en inversant le principe. Liberté de circulation, c'est le principe. Mais il y avait quand même des freins. Par exemple, en période de circonstances exceptionnelles, on pouvait rétablir des contrôles systématiques. Et d'ailleurs, récemment, c'est ce qui a été fait pour des raisons sanitaires. On a rétabli donc ces exceptions. Vous voulez, la règle a changé, mais on a toujours la possibilité de rétablir des contrôles. Et nous étions quand même extrêmement prudents. Ce n'est pas un texte qui a poussé à faire des bêtises. Toutes les précautions avaient été prises. Et notamment, alors aussi, il ne faut pas oublier, ça concerne les frontières intérieures, où on avait prévu un renforcement des frontières extérieures. Donc le tout était prévu déjà.
Alors, le tout était prévu, et je répète, ce texte court était important, mais ce n'était pas fait par des hurluberlus. Nous avions quand même pris beaucoup de précautions. Et si j'ai un regret, c'est que, par exemple, le renforcement des contrôles aux frontières extérieures n'a pas été fait. La faute à qui? La faute aux États. Dans les années qui ont suivi, et encore il n'y a pas longtemps, chaque fois qu'on a demandé des crédits pour renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne, pour des raisons financières, on a dit non, ça coûte trop cher. Après Schengen, on a créé Frontex, un service, une agence qui doit s'occuper des frontières extérieures. On a créé le SIS, c'est ce système de connexion entre toutes les banques de données, justement, pour cerner les délinquants, les criminels, et permettre de faire collaborer les services des ministères de l'Intérieur respectifs. Bon. Tout ça était dans Schengen, autorisé par Schengen, tout à fait. Mais par la suite, pour des raisons financières, nos chers États ont freiné. Justement, qu'est-ce que, si on retourne au moment historique du 14 juin 1985, qu'est-ce qui a changé tout de suite après les accords Schengen et la convention Schengen qui a suivi 5 ans après? Écoutez, après, j'ai changé de job, si je peux dire, donc je n'ai pas suivi d'aussi près. Voilà. Mais je crois que, ce qui s'est passé, c'est qu'on a allégé les contrôles aux frontières. Je pense que les directions du personnel des ministères ont dû négocier avec les syndicats pour que les choses se passent d'une façon respectueuse et humaine. Et tout ça s'est mis en place progressivement, sans grande difficulté. Donc, il y a eu des difficultés, mais la politique migratoire a posé des problèmes. Oui, c'est pas Schengen. Bon. Et d'ailleurs, quand c'était autorisé, les mesures exceptionnelles, quand ça a été nécessaire, on a renforcé des contrôles et fait appel à des forces de l'ordre de nos différents pays. Les choses, Schengen, proprement dit, a bien fonctionné. Alors, on accuse, si vous voulez, Schengen, mais en réalité, beaucoup d'accusations portent sur la politique migratoire, par exemple. Mais ce n'est pas Schengen qui est en soi fautif, si tant est qu'il y ait des fautes. On mélange un peu tout. Schengen, ce n'est qu'un allègement des contrôles aux frontières intérieures. Aux frontières intérieures, pour les 22 pays membres de l'Union européenne et aussi pour ceux qui sont de l'extérieur, mais... Alors, ceux qui sont de l'extérieur, ils ont bénéficié de Schengen. C'est vrai, par exemple, l'instauration du passeport Schengen. Bon. Une personne venant d'un pays lointain, qui n'est pas dans l'Union européenne, veut visiter l'Europe. Autrefois, il était obligé de faire des démarches pour demander des visas à chaque pays. Donc c'était dans les ambassades, des formalités à répétition. Avec le passeport Schengen, il y a une demande à faire, par exemple
on décide d'arriver par la France. Bon. Et une fois qu'on a ce passeport-là, on va pouvoir circuler librement dans tout l'espace Schengen. Et ça, c'est un grand avantage, évidemment. Alors, les avantages, ils sont apparus quand même progressivement, mais ils sont très importants, ces avantages. Car cet allègement des contrôles aux frontières favorise la mobilité. Ah, la mobilité. Le bouffet d'énergie positive. Voilà. Alors, pour la jeunesse, ça a permis le programme Erasmus. Le programme Erasmus est dans la logique de Schengen, favoriser la mobilité. Et nous avons maintenant des dizaines et des dizaines, des milliers de jeunes qui peuvent circuler très librement à l'intérieur de l'espace Schengen. Ce sont en quelque sorte des enfants de Schengen. Enfin, c'est deux choses différentes, bien sûr, mais c'est la même philosophie, c'est la même intention, favoriser la mobilité. Das sind Lena, Paul und Tim. Sie studieren seit 3 Semestern gemeinsam an der TU Kaiserslautern. Doch ab dem Wintersemester trennen sich ihre Wege. Warum? Alle 3 könnten sich vorstellen, später auch auf internationaler Ebene zu arbeiten. Deshalb wollen sie ihre Karrierechancen mit Auslandserfahrungen an einer renommierten Ingenieurhochschule und in der Industrie verbessern, an deren Ende dann ein binationaler Doppelabschluss steht. Also haben sie sich jeweils für einen der 5 deutsch-französischen Studiengänge beworben, die zurzeit an der TUK angeboten werden. Und jetzt geht Lena für 3 Semester nach Metz an die ENM, Paul hat sich für das INSA in Rouen entschieden und Tim wird die nächsten 1,5 Jahre in Nancy an der ENS-GSI studieren. Was sie dafür machen mussten? Zunächst einmal haben sie sich informiert, welcher dieser Studiengänge überhaupt zu ihnen passt. Gemeinsam haben sie recherchiert. Welche Fachbereiche bieten solche Studiengänge an? Welche Fächer kann oder sollte man belegen? Welche Spezialisierungen sind dadurch möglich? Reichen meine Sprachkenntnisse aus? Wie und wo kann ich mich am besten auf meinen Auslandsaufenthalt vorbereiten? Wie sieht der genaue Zeitplan aus? Antworten auf all diese Fragen und Informationen zu den verschiedenen Studiengängen haben Sie auf den Webseiten der Fachbereiche gefunden. Außerdem haben Sie eine der regelmäßig stattfindenden Informationsveranstaltungen besucht, zu denen Studierende der TUK per E-Mail an ihren TU-Account und Rundmail eingeladen werden. Individuelle Fragen konnten Sie dann noch per E-Mail, am Telefon oder persönlich nach Terminvereinbarung stellen, denn die Programmverantwortlichen und Koordinatoren der Fachbereiche stehen interessierten Studierenden gerne für die Vorbereitung und die Betreuung während des Auslandsaufenthalts zur Verfügung. Die deutsch-französischen Studiengänge an der TUK, gut geplant zum binationalen Doppelabschluss. Bonjour à tous, donc nous continuons maintenant avec nos 2 hôtes politiques, donc Christophe Arendt qui est député de l'Assemblée nationale et président français de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, et Roland Theiss qui est secrétaire d'État pour les affaires européennes de l'ARSAR et membre du Comité européen des régions. Donc je commence d'abord avec Monsieur Theiss. Vous êtes franco-allemand, dont la vie européenne fait déjà partie de votre famille. Quand avez-vous commencé à vous engager pour l'Europe et comment est-ce que vous le faites? Ja, zunächst mal herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich hoffe, die Verbindung steht. Ich bin an einem anderen schönen Fluss, nicht an der Mosel in Schengen, wo ich auch gerne wäre, sondern heute in Speyer. Und ich habe gerade festgestellt, dass ich am Helmut Kohl-Ufer sitze. Und das hat sehr viel mit Ihrer Frage zu tun, denn ich bin Jahrgang 1980. Eine meiner ersten politischen Erinnerungen ist der Fall der Mauer und ist die Art und Weise, wie es Helmut Kohl gelungen ist, die deutsche Wiedervereinigung im Haus Europa zu realisieren. Ich habe mich in den vergangenen Wochen und Monaten, insbesondere in den 3 Monaten der Grenzschließung, häufig gefragt, was wäre eigentlich die Antwort von jemandem wie Helmut Kohl? Ich bin mir ganz sicher, seine Antwort wäre das gemeinsame Lösen von Problemen. Und das ist auch das, was mich heute antreibt, für die europäische Idee zu kämpfen. Wenn wir mal in die Welt schauen, wenn wir uns mal angucken, welche Werte
Wir vertreten als Franzosen, als Deutsche, als Europäer Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, soziale Marktwirtschaft, dass niemand durchs fällt, gleichzeitig aber auch dafür sorgen, dass der Rechtsstaat funktioniert. Dann sind wir in der Welt, wenn wir es alleine versuchen, als Deutsche, Luxemburger, Maltesen, Italiener, ziemlich alleine und ziemlich auf verlorenem Posten. Wenn wir für diese Werte einstehen wollen, dann geht das nur im europäischen Kontext. Und das ist etwas, was uns heute motivieren sollte, weiter für Europa zu kämpfen. Christophe Arendt est membre parlementaire de l'Assemblée nationale. Lui aussi, il connaît les régions transfrontalières, comme il est originaire de la Moselle. Donc, comment voyez-vous la situation actuelle et l'engagement pour l'Europe en ce moment? Bonsoir. La situation actuelle, nous sortons d'un crash test pour l'Europe et malheureusement, le constat est de dire que nous avons donné raison aux plus populistes d'entre nous qui annonçaient dans un certain nombre d'ouvrages des replis derrière les frontières en cas de crise sérieuse. Et c'est ce qui s'est passé, hein. Et je ne parle pas que de l'Allemagne, je parle de l'Europe dans sa grande majorité. Chacun a commencé par fermer ses frontières et à se dire nous arriverons à gérer cette situation seuls. Donc mon engagement pour l'Europe, après ce constat de la situation actuelle, il est familial. Il est tout simplement familial puisque je suis ce qu'on appelle un petit enfant de la Deuxième Guerre mondiale. Le papa à ma maman a combattu dans l'armée allemande. Le papa de mon papa a été malgré lui et les autres sont des Lorrains, donc des gens qui ont connu ici les oscillations entre la France et l'Allemagne. Et donc la cause européenne, pour moi, c'est réellement aujourd'hui le garant de la paix. Cette capacité qu'ont eu les pères de l'Europe de mettre en commun les ressources pour lesquelles on se battait jadis pour en faire une force. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas mis en commun les ressources dont nous disposons pour affronter une crise sanitaire, mais nous nous sommes bien battus pour que chacun de son côté fasse à peu près sa petite sauce. Je dirais heureusement qu'au final, l'Allemagne a accueilli des patients français. Heureusement qu'au final, on a eu à l'échelon local, entre les maires des villages, entre certains élus des Länder frontaliers, des membres des gouvernements des Länder frontaliers et des régions et des départements français, des liens et des cellules de crise qui se sont constituées. Donc, quel avenir voyez-vous pour la vision de l'Europe qui est la mienne, elle est très simple. J'ai dit tout à l'heure que nos ancêtres intelligents ont mis en commun des ressources pour lesquelles on se battait et en les mettant en commun, ils ont instauré la paix. Autour de cela, on a mis en place un espace d'échange économique, ce qui est indispensable, ce qui est capital. Le problème aujourd'hui, c'est lorsque vous allez dans la rue et que vous posez la question aux citoyens lambda à Berlin ou à Paris, qu'est-ce que l'Europe a apporté pour toi? Vous n'aurez pas de réponse. Parce que la libre circulation, ça leur importe peu. Le roaming avec le téléphone, ils ne pensent pas que c'est un progrès de l'Europe. La monnaie européenne, l'euro, tout le monde est habitué et ça va avec. La paix, alors la paix, c'est le pire parce que la paix, on est content de l'avoir, mais aucun d'entre nous n'a connu la guerre. L'Europe de demain, elle devra absolument se construire dans les zones frontières parce que c'est dans les zones frontières que les tensions sont les plus importantes à cause des différences de système entre les différents pays. Entre la Sarre et la Moselle, il y a des tensions énormes. La crise du Covid a amplifié, a fait un effet loupe sur un ensemble de soucis que nous avions déjà identifiés par ailleurs. Et je ne suis pas un rêveur, je ne pense pas que cela se fera du jour au lendemain. Mais je pense que sur les grands enjeux de nos sociétés qui sont à la base du pacte social, la sécurité, la défense,
l'éducation, la santé, l'infrastructure, l'énergie, l'immigration. Il nous faudra agir ensemble et il nous faudra avoir des positions concertées. Un exemple, comment aujourd'hui je peux faire du développement de matériel militaire, construire un avion de combat ou un char de combat du futur si je ne suis pas d'accord sur une position commune en matière de politique étrangère. Nous avons vu très récemment, en début d'année, les tensions que cela pouvait donner sur les exportations d'armes. Parce que, je donne juste cet exemple-là, on peut le prendre sur tous les autres niveaux. Imaginez juste se dire que la France et l'Allemagne vont élaborer des systèmes de combat performants et vont les rationaliser en s'en servant seuls, c'est impossible. Imaginez que l'ensemble des pays européens s'équipent de ces matériels et qu'on les rationalise, c'est tout aussi faux. On ne pourra pas rationaliser de tels investissements, qu'il s'agisse de la conquête de l'espace, qu'il s'agisse de recherche fondamentale, de développement de brevets, si nous ne le faisons pas ensemble et si nous ne sommes pas d'accord pour avoir une politique vers l'extérieur, une politique étrangère commune. Et c'est prégnant au niveau de la défense. Au niveau de la santé, nous avons plaidé avec Andreas Jung pour un Airbus européen de la santé, une mise en commun des capacités de recherche, de production de médicaments, des capacités de production d'appareils médicaux, de la réalisation de ponts aériens entre les différentes structures. Nous avons à peu près les mêmes technologies. On s'est retrouvé à un moment donné avec l'Allemagne qui disposait de ventilateurs, pardon, c'est le mot juste, mais qui n'avait pas suffisamment de capacité de personnel pour les armer. Et la France qui manquait de ventilateurs et qui avait des personnels qui auraient pu armer. L'exemple de l'hélicoptère de Saarbrück que vient de citer Roland, il est impressionnant. Il est impressionnant. Aujourd'hui, à Forbach, lorsque vous avez besoin d'un transport héliporté, c'est commandé depuis Nancy. Il y a presque 1 heure d'hélicoptère déjà. Alors qu'on a un hélicoptère à disposition qui n'est pas utilisé. Et toutes ces choses-là, c'est aujourd'hui dans la tête du citoyen. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Les citoyens, aujourd'hui, ils ne comprennent pas comment on fait du gâchis, comment on leur demande à eux de faire des efforts sur l'environnement, sur les budgets, et comment l'Europe et comment nous ne sommes pas capables aujourd'hui, nous-mêmes, de faire ces efforts de rationalisation, de mutualisation et de travail ensemble. Alors, l'Europe du futur, soit elle s'effondre dans les prochains temps parce que les populistes auront eu gain de cause sur ce que nous venons de subir, soit nous la réussirons ensemble. Mais ce n'est qu'ensemble que cela fonctionnera. Vous êtes d'accord avec ce point de vue? Il est assez rare que je ne suis pas d'accord avec Christophe, donc cette fois-ci aussi. Ja, ich glaube, wir werden in den kommenden Wochen und Monaten 2 Dinge tun müssen. Das eine ist Vertrauen zurückgewinnen. Denn viele haben natürlich in den vergangenen Wochen und Monaten Enttäuschungen erlebt, die sie nicht mehr für möglich gehalten hätten. Und, das Schließen von Grenzen eben nicht nur als objektive Belastung erlebt, durch längere Staus, durch längere Umwege auf dem Weg zur Arbeit, durch Kontrollen, sondern auch als emotionale. Sie haben ja das Bild bei der Einladung verwandt, der Freundschaftsbrücke, die gesperrt war zwischen Klein- und Groß-Bliedersdorf. Gott sei Dank nur einige wenige Tage sozusagen mit diesem Flatterband. Aber natürlich hat einen das im Herzen wehgetan. Und ich gebe zu, ich habe in den vergangenen Wochen und Monaten häufiger emotional damit kämpfen müssen, was da gerade passiert, als ausschließlich in einer objektiven Art und Weise. Also wir müssen Vertrauen zurückgewinnen. Wie können wir das machen? Das eine ist, indem wir endlich alte Zöpfe abschneiden, die in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit den Leuten völlig zu Recht als überkommene Probleme erscheinen, die es schon längst zu lösen gegolten hätte. Und das gibt es sowohl auf der deutschen wie auf der französischen Seite. Wir haben jetzt zum Beispiel ein großes Problem damit, dass französische Unternehmen, die keinen Sitz in Deutschland haben,
aber Arbeitnehmer in Deutschland haben keinen Zugang zum deutschen Kurzarbeitergeld haben. Das ist völliger Unsinn. Das liegt an irgendeiner Vorschrift im Bundesarbeitsministerium, von dem in Berlin keiner abrücken will. Wir haben auf der anderen Seite durch die Reform der beruflichen Ausbildung in Frankreich das Problem der Kofinanzierung der Beiträge der deutschen Unternehmen im Rahmen für die französischen Berufsschulen. Ein Thema, das völliger Unfug ist, weil man damit nämlich jungen Franzosen den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt versperrt und damit das gemeinsame Problem des Fachkräftemangels, der Arbeitslosigkeit nicht lösen kann. All das sind eigentlich kleine Probleme, die es aus dem Weg zu räumen gilt schon seit langem, für die die Menschen hier in der Region lange schon Lobbyarbeit machen. Christoph Arendt in der Assemblée Nationale, die saarländische Landesregierung, unsere Partner in der Region Grand Est, und wo wir jetzt zeigen müssen, dass wir in der Lage sind, Probleme wirklich zu erledigen. Und dann neue Projekte aufzusetzen, die, wie Christoph Arendt sie gerade beschrieben hat, zeigen, dass man gemeinsam besser vorankommt als getrennt. Schauen Sie, es ist manchmal schwierig, in Berlin und in Paris den Leuten zu erklären, wie eng wir hier verbunden sind. Ich mache das manchmal mit einem Bild, das vielleicht ein bisschen makaber ist, aber wenn Sie einem Körper mit 2 Armen und 2 Beinen in der Mitte durchschneiden, dann haben Sie nicht 2 Körper mit einem Arm und einem Bein jeweils, sondern Sie haben eine Leiche. Und genauso ist das mit unserer Region. Wir sind so verbunden, dass man uns nicht trennen kann. Und das ist bewiesen worden, im Guten wie im Schlechten in den vergangenen Wochen und Monaten. Und auf dieser Erkenntnis müssen wir aufbauen. Ich bin in einem Punkt vielleicht mit Christoph Arendt nicht immer einer Meinung, nämlich, dass ich im Zweifel sehr optimistisch bin, dass wir das hinbekommen, eben weil wir so gute Partner wie Christoph in Berlin, wie Jean Rottner, wie Patrick Weiten, wie die vielen Verantwortungsträger auf der französischen Seite haben. Denn ein Gutes, das gilt vor allen Dingen auch für Christoph Arendt, hatte die vergangene Zeit, nämlich, dass die Zusammenarbeit zwischen den politischen, aber auch den administrativen Verantwortungsträgern hier in der Region grenzüberschreitend noch nie, jedenfalls habe ich es noch nie so erlebt, so eng, so vertrauensvoll, so freundschaftlich, so unproblematisch und so effizient war wie in dieser Krise. Wenn wir das bewahren, dann war Covid-19 sogar im Schlechten für was gut. Und das ist etwas, was mich am Ende des Tages dann auch optimistisch stimmt. Border Studies, was ist das eigentlich? Ja, der Master Border Studies ist ein Studiengang, der sich mit dem Phänomen Grenzen aus unterschiedlichen Perspektiven, fachlichen Perspektiven auseinandersetzt, etwa den Kulturwissenschaften, den Sprachwissenschaften, Politikwissenschaften, den Raumwissenschaften wie der Geografie und den Planungswissenschaften. Was macht den Studiengang einzigartig? Les cours du Master en Border Studies sont dispensés dans 4 universités, l'Université de Lorraine, Universität Lützburg, Universität des Saarlandes und Technische Universität Kaiserslautern. Im Master Border Studies haben die Studierenden die Möglichkeit, sich entweder in Geografie und Raumplanung oder in Sprach- und Kulturwissenschaften zu spezialisieren. The main specialities of the Master in Border Studies is that courses are taught in English, French and German. À la fin du cursus, les étudiants reçoivent un diplôme conjointement délivré par les 4 universités partenaires. Wie funktioniert die Mobilität? In this master's program, Border Studies, borders are not only talked about and studied, but they are also crossed. Now, in the first year, in the first and second semester, there will be classes taking place in the University of Luxembourg-Belval and University of Lorraine in Metz. Now, there are shuttle buses and trains to and fro these 2 destinations. In the second year, there will be classes in University of Saarland in Saarbrücken and University of Kaiserslautern in Kaiserslautern, Germany. Now, there are trains to and fro these destinations as well. So mobility in this master's program is absolutely nothing to be worried about, especially because the mobility aid will also be received. Was sind die Voraussetzungen für eine Bewerbung? Studierende müssen einen Bachelorabschluss aus den Bereichen Sozial- oder Kulturwissenschaften,
aus dem raumwissenschaftlichen Bereich oder der Politik- und Rechtswissenschaften nachweisen können. Da der Unterricht in allen 3 Sprachen stattfindet, ist es auch erforderlich, dass Bewerber über entsprechende Kenntnisse in Deutsch, Französisch und Englisch verfügen. Und das A und O ist und bleibt natürlich auch die Motivation und die Begeisterung, sich mit grenzüberschreitenden Themen zu beschäftigen. Und nach dem Studium? Der Master in Border Studies bereitet auf vielfältige Tätigkeiten in Grenzregionen und anderen interkulturellen Kontexten vor. Unsere Absolventinnen koordinieren zum Beispiel deutsch-französische Interreg-Projekte oder fördern die internationalen Beziehungen von Hochschulen. Bonsoir et bienvenue dans la partie de cette conférence pour les 35 ans des accords de Schengen. Je suis en ce moment à quelques pas du pont de l'amitié entre Klein et Groß-Bliedersdorf. S'il est possible de nos jours de passer d'un côté à l'autre sans contrôle aux frontières, c'est grâce aux accords de Schengen, c'est grâce aux personnes qui se sont impliquées pour ces accords, mais c'est aussi grâce à la jeunesse européenne qui, dès 1950, a été à Saint-Germain-en-Laye. Nous allons maintenant entendre Daniela Mesch de l'ASG et Madame Eister qui va nous raconter comment ses parents, en 1950, ont vécu cette journée particulière où le poste de frontière a été détruit à Saint-Germain-en-Laye. Daniela Mesch, vous avez dû attendre un certain temps avant que nous puissions vous inclure dans la discussion. Heureusement que votre agenda vous permet de rester encore avec nous. Nous pouvons commencer maintenant. Vous êtes le président de l'association étudiante européenne ASG. Pouvez-vous expliquer en quelques phrases qu'est-ce que vous faites là et quelle est votre image de l'Europe? Bien sûr, merci beaucoup. Tout d'abord, je suis très heureux d'être ici et de soutenir notre antenne locale ASG Kaiserslautern Saarbrücken et les félicite pour l'organisation de cet événement. ASG est le forum des étudiants européens et nous sommes l'une des plus grandes organisations étudiantes interdisciplinaires d'Europe. Et ce que nous faisons, c'est que nous essayons de connecter les jeunes à travers le continent. Et cela dépasse les frontières de l'UE. Pour s'assurer qu'ils peuvent partager des expériences, des cultures et s'engager dans des discussions, et pour leur donner une plateforme pour faire entendre leur voix, et travailler ensemble sur un avenir meilleur pour l'Europe. Nous avons notre bureau de directeur à Bruxelles, là où je suis actuellement, qui travaille à faire de ce rêve une réalité, en engageant des discussions avec les parties prenantes, à la fois des institutions européennes et d'autres organisations de jeunesse et de la société civile en général. Mon point de vue sur l'Europe, c'est l'un des projets les plus incroyables qui n'a jamais été vu auparavant, en termes de coopération politique et de liberté. Mais aussi quelque chose qui doit être élargi et qui doit être encore travaillé afin de continuer à le développer et pour avoir plus de personnes pouvant en profiter. Avant le début de cet événement, j'ai reçu la question suivante. Pourquoi devrions-nous avoir une coopération transfrontalière en Europe en général? Eh bien précisément à la lumière de l'accord de Schengen. Et à cause de cela, comme je l'ai dit, j'ai préparé un petit discours. Donc pour moi, le concept de Schengen et ma relation avec Schengen est probablement un peu différent que les autres intervenants. Parmi le groupe de personnes que nous avons écouté jusqu'à présent, je suis le seul qui n'a pas du tout vécu sans Schengen. J'ai 10 ans de moins que l'accord de Schengen et 5 ans de moins que la Convention. En tant que citoyen néerlandais, j'ai bénéficié d'une immense liberté de mouvement et d'un privilège supplémentaire
celui d'avoir pu partir chaque année en vacances avec mes parents. J'ai apprécié ces nombreuses vacances en Europe. Depuis que j'ai commencé à étudier, j'ai rejoint AEG et j'ai visité des douzaines de pays et je n'ai jamais eu à m'inquiéter des visas ou des contrôles frontaliers. Durant cette année de travail à Bruxelles qui s'achève, l'avantage de Schengen a été plus haut que jamais auparavant, vivre et travailler dans un pays où je n'ai pas grandi, et voyager régulièrement avant que la crise du corona n'arrive. D'une manière, je me sens presque comme l'enfant modèle de tout ce que Schengen est censé être. J'ai profité de Schengen dans toute sa mesure, et pourtant, exactement c'est cette année que j'ai découvert aussi le revers de la médaille. Alors que Schengen apporte la prospérité et des droits à des millions de personnes dans cette zone, c'est aussi le visage d'un des plus grands obstacles à la mobilité. Pour des milliards de personnes en dehors de Schengen, la liberté que les citoyens européens ont reçue de Schengen a également renforcé le concept de fermeture des frontières extérieures. En valorisant Schengen, on a poussé les pays de l'UE à protéger davantage leurs frontières extérieures. Les étrangers ont plus difficilement accès à une part du gâteau. À certains égards, cela a également ralenti l'optimisme sur une intégration vers l'Europe des pays voisins. Comme je l'ai dit, AEG est une organisation qui ne se limite pas aux frontières de l'UE, mais qui essaie de réunir et d'encourager les jeunes sur tout le continent. Parmi les nombreuses choses que j'ai apprises en élargissant mon horizon et en rencontrant mes pairs des différentes parties de l'Europe, j'ai pu me rendre compte comment les choses ont été simples pour moi et comment d'autres devaient lutter pour obtenir les mêmes choses. Il y a exactement un an, 6 jeunes très motivés s'apprêtaient à s'installer à Bruxelles pour consacrer une année entière de leur vie à un volontariat destiné à faire de l'Europe un meilleur endroit. À cette époque, nous ne pouvions pas imaginer que seulement la moitié d'entre nous seraient autorisés à venir. En raison de leur nationalité, 3 élus de l'une des plus grandes organisations d'étudiants de l'Europe ont dû rester en dehors de Schengen pendant au moins la moitié de leur temps. Pour moi, c'était la première fois que je prenais conscience des obstacles à la mobilité en Europe. Avant cela, j'avais bien sûr entendu parler des visas coûteux et des conditions préalables très difficiles. Mais je n'avais rencontré que les gens qui avaient réussi. Les gens qui avaient eu assez de chance pour franchir les barrières. Et rejoindre leurs jeunes collègues européens. Pour partager, apprendre et s'amuser ensemble. À la question « Pourquoi devrions-nous nous engager pour une Europe transfrontalière ?», ma réponse est la suivante. Toutes les crises majeures que nous avons connues au cours des 20 dernières années ont exigé une forte collaboration européenne pour les résoudre. Et chaque fois que nous avons vu que le système n'était pas assez solide, les pays sont revenus sur leurs idées de solidarité et de communauté. Les frontières ont été fermées en 2015 et maintenant en 2020. Des progrès importants vers l'unité ont reculé et une réponse cohérente aux plus gros problèmes n'a pas pu être trouvée au moment crucial. La seule voie à suivre ensemble, c'est l'unité. AEG revendique une Europe sans frontières qui est intégrée socialement, économiquement et politiquement. C'est un concept avec lequel je suis profondément d'accord. Nous devons à la fois renforcer et élargir notre coopération en Europe. Non seulement pour pouvoir combattre la prochaine grande crise, mais aussi pour une meilleure vie quotidienne. De millions de personnes vivant en Europe, l'Europe m'a tellement donné, et j'en suis vraiment reconnaissant. Pour cela, je souhaite qu'à l'avenir, plus de gens puissent en profiter comme moi. Je souhaite que l'Europe puisse reconnaître l'ambition des jeunes qui veulent faire la différence et valoriser leurs efforts et leur participation. Chez AEG, nous avons la chance de voir la collaboration européenne à l'œuvre au-delà de Schengen. Et j'espère que mes successeurs pourront bientôt profiter d'une expansion audacieuse et gratifiante de l'espace de Schengen. Notre mantra, c'est que l'Europe est notre maison.
Et pour beaucoup d'entre nous, Schengen a grandement contribué à développer ce sentiment. Mais si l'UE continue à verrouiller nos portes, ce sentiment se perd. C'est pourquoi nous avons rejoint un groupe de 10 ONG de jeunesse européenne dans une déclaration qui sera publiée demain dans laquelle nous demandons à l'UE de respecter l'accord de Schengen et de lutter pour des frontières ouvertes. En plus de cela, nous continuerons à nous engager pour l'élimination des obstacles à la mobilité, en particulier pour les jeunes. Je suis heureux de célébrer l'anniversaire de Schengen avec vous aujourd'hui et j'espère que vous vous joindrez à moi pour rendre Schengen encore meilleur demain. Merci. Merci beaucoup. Je vais maintenant revenir à l'allemand et donner la parole à Marc Favier afin que nous puissions poursuivre notre programme. Merci beaucoup. On va donner maintenant la parole à Madame Eister, qui va nous parler d'un autre événement qui s'est passé à St-Germanshof. Alors, on va laisser donc Elisabeth Eister échanger là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé à St-Germanshof? Voilà. Et puis peut-être, Elisabeth, tu peux nous dire s'il y a des événements en préparation pour fêter cet anniversaire, cet autre anniversaire. Vielen Dank. Ich spreche auf Deutsch. Ihr versteht mich hoffentlich gut. Erstmal möchte ich an Daniel anknüpfen. Ich gehöre zu der Generation, die 1985 bei der Gründung von EG dabei waren und kann sagen, wenn man als junger Mensch engagiert ist für Europa, dann bleibt das ein Leben. Ich bin froh und herzlichen Glückwunsch auch an EG. Ihr seid auch 35 Jahre. Das ist eine große Sache. Ich kann aber weiter zurückschauen, und zwar 1950. Meine Eltern, Christel und Matthias, waren 1950 beim Sturm auf die Grenze am St. Germanshof dabei. Das ist eine Grenze zwischen Deutschland und Frankreich, 3 Kilometer von Weißenburg, zwischen Weilau und St. Germanshof. Was passierte dort am 6. August 1950? 300 Studenten aus 9 europäischen Ländern tauchten dort plötzlich auf. Das war vorbereitet von Europaaktivisten, auch die gab es damals 1950. Sie kamen dorthin ohne Vorankündigung. Es gab eine kleine nette Geschichte, eine Schwein fiel in Ohnmacht und die französischen Zöllner, die sehr überrascht waren, kamen und halfen ihr, leisteten erste Hilfe. Ja, also wir hatten es ja heute von der Gesundheit, also auch damals. Und die Studenten, die dann erschienen, sie waren vorher etwas weiter weggeblieben, begannen die Grenzpfosten, die Barrieren, die Grenzpfähle abzumontieren. Und diese Grenzpfähle, diese Schlagbäume, nahmen sie und entfachten daraus ein Feuer für Europa. Es gibt aber eine Internetseite, auf die ihr gehen könnt, und zwar heißt die Citizens-for-Europe, also Citizens-4-Europe. Dort könnt ihr Filme von den Zeitzeugen sehen. Ihr könnt euch diese Ereignisse von damals anschauen. Während das Feuer entfacht wurde, gab es die erste Verlesung eines europäischen Manifests. Ein Manifest, das diese jungen Menschen verfasst hatten in der festen Absicht, etwas für den Frieden in Europa zu tun. Sie forderten eine Europäische Union, europäische Bürgerrechte, europäische Rechte für die Menschen, und sie träumten von einer europäischen Identitätskarte, die es ihnen erlaubte, in Europa zu reisen, in Europa zu leben, in Europa an den Universitäten zu studieren. Und das letztlich ist ja später auch durch Schengen eingetreten. Das war der 6. August, also sie taten etwas Illegales, 300 europäische Studenten
wenig später, am 24. November, trafen sich dann 3000 in Straßburg, um für die Europäische Union und für ein repräsentatives Europa dann zu demonstrieren. Die weitere Geschichte, die ist euch bekannt. Die meisten von denen vor 70 Jahren können das nicht mehr live erleben. Meine Eltern verfolgen das immer noch und es gibt auch andere, die es mit Engagement verfolgen. Und ich denke, wir gucken zurück 70 Jahre, wir gucken in die Zukunft 70 Jahre. Wir wissen noch nicht, was dann ist, aber wir sollten uns nicht entmutigen lassen von den heutigen Zeiten, die natürlich durch die Grenzschließungen uns auf der einen Seite zeigen, wie sehr nationale Gedanken da sind, auf der anderen Seite aber auch zeigen, wie wichtig die offenen Grenzen in Europa geworden sind. Wir wissen das ganz besonders von den Menschen, die in den Grenzregionen leben. Das hat Christoph Arends auch vorhin deutlich erklärt und wie wichtig es auch ist, ein Symbol für Europa zu haben. Es gibt ja das Europadenkmal in Schengen und es gibt das Europadenkmal am St. Germanshof. Dieses Denkmal ändert sich auch ständig. Es wurde 2007 in Form von Sandsteinstelen errichtet und im letzten Jahr 2019 haben 2 Schulklassen aus Neustadt und Forbach dort eine Erweiterung angebracht. Und dort kann man hinreisen und ein Herz für Europa anbringen in Form von Liebesschlössern für Europa. Ich war letzten Sonntag dort und habe gesehen, dass ein großes Transparenz angebracht worden ist mit einem blauen Herz für Europa in Französisch und Deutsch. Und ich denke, dieses Herz für Europa weist in die Zukunft. Wir brauchen Begeisterung für Europa, wir brauchen Esprit für Europa und das muss bei den Kindern beginnen, bei den jungen Leuten und es reicht ein Leben lang und wir werden es nicht aufgeben, diesen Traum von Europa auch umzusetzen. Das ist mein Beitrag. Ich empfehle euch nochmal die Internetseite. Dort könnt ihr Zeitzeugen hören und vieles über diese Europaregion erfahren. Und wenn ihr Zeit habt, dann begebt euch mal in diese schöne Region nach Weißenburg und an das Europadenkmal an der deutsch-französischen Grenze. Vielen Dank. Wir kommen jetzt am Ende dieser Veranstaltung. Ich bin jetzt auf der anderen Seite der Freundschaftsbrücke in Klein-Bietersdorf in Deutschland. Nächste Woche herzliches Willkommen, gleiche Uhrzeit auf YouTube zu der nächsten und letzten Veranstaltung dieser Konferenz zum 35. Jubiläum des Schengener Abkommens. Wir werden über Vision sprechen, nämlich Herr Arendt, der Deutsche-Französische Parlamentarische Versammlung, Herr Theiss, Staatssekretär für Europa des Saarlandes, Frau Lalumière, die ehemalige Ministerin, die den Schengener Vertrag unterschrieben hat, und Daniel Hamesch des AEG Europe werden uns die Version von Europa beschildern. Vielen Dank und bis nächste Woche. Daniel Hamesch, vous êtes le président de l'association étudiante européenne AEG. Quel rôle les jeunes devraient-ils jouer dans ce
plan ou dans cet avenir de l'Europe. Alors, comment peuvent-ils aider pour y arriver? Eh bien, je pense, une des choses que j'ai remarquées, c'est que partout sur le continent, les jeunes ont une opinion assez forte sur la façon dont ils veulent que l'Europe ressemble. Et cela dépend aussi de nous-mêmes pour faire passer ce message. Et c'est quelque chose où les ONG de jeunesse peuvent jouer un très grand rôle pour s'assurer que toutes ces opinions, formées par des discussions engageantes, soient entendues par des personnes actuellement au pouvoir. Et nous devons aussi nous assurer que les jeunes se tournent vers l'avenir et qu'ils soient entendus, et je pense, de ce que j'ai pu voir, qu'il s'agit vraiment de collaboration. Mais il s'agit aussi de veiller à ne pas rester coincés dans nos visions nationalistes des choses. Et où je vois encore beaucoup de potentiel d'amélioration. C'est dans l'établissement d'une véritable source d'information européenne pour s'assurer que les discussions et les dialogues soient neutres et pas complètement motivés et biaisés par l'intérêt d'un pays spécifique. Merci, c'était parfait. Et cela me conduit à la dernière question. Il y a plusieurs sujets sur lesquels vous travaillez, donc ce n'est pas seulement la frontière ou la situation sanitaire en ce moment, c'est l'actu, c'est sûr, mais il y a aussi le New Green Deal qui est lancé par la Commission européenne et dont vous, en tant que président de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, vous êtes responsable avec votre homologue de créer une sorte de groupe qui va poser ou qui va préparer des interventions, des idées pour continuer avec cette idée-là. Pouvez-vous un peu expliquer ce fait? Alors, au sein de l'Assemblée parlementaire franco-allemande ont été constitués un certain nombre de groupes. Aujourd'hui, il y en a 3. Il y en a un sur l'innovation de rupture intelligence artificielle. Il y en a un sur un code des affaires franco-allemand. Et il y en a un qui doit réfléchir sur le Green Deal européen et qui, de notre côté, sera piloté par Alexandre Holroyd, qui est en charge d'un rapport sur cette thématique auprès du Premier ministre français. Pourquoi? Nous avons très souvent, d'ailleurs, avec mon ami Roland Theiss, nous avons ce genre de discussion également, parlé de zones économiques communes sur notre frontière. Et nous avons tous les deux, je pense, nous partageons ce rêve d'arriver à faire ici un Atanor de l'Europe avec des convergences transversales. Pourquoi le Green Deal est important là-dedans? Parce que les pensées ont évolué. Ma pensée aujourd'hui, elle est de dire que le développement durable, qui n'est pas seulement la lutte contre les changements climatiques ou la protection de la biodiversité ou l'écologie, le développement durable, pour moi, se définit dans ce que l'on appelle les 17 objectifs de développement durable onusiens. Et pour moi, ces 17 objectifs de développement durable onusiens qui vont depuis la gestion de l'eau à l'égalité homme-femme, à l'intégration de l'individu dans son entreprise, sont des facteurs de croissance, sont générateurs de croissance et pas de décroissance, comme beaucoup veulent le dire. Dans ce sens-là, que avec Andreas Jung, mon homologue, nous avons changé aujourd'hui. Nous ne parlons plus de gemeinsamen Wirtschaftsraum, nous parlons de Gemeinschaften nachhaltigen Wirtschaftsraum. Nous parlons d'espace économique durable commun. Je crois que l'Europe nous a fourni la paix, qui est indispensable au progrès de l'humanité dans les temps à venir, et le respect des objectifs de développement durable nous garantira une planète, parce que sans planète et sans paix, il n'y a pas d'avenir pour l'humanité. Encore une question. On va voir, il y a un certain monsieur Shakil de Canada, hein, à savoir, est-ce qu'on va vers une Europe allemande ou une allemande européenne?
Qu'est-ce que vous en pensez là? Ouais, j'ai bien dit que c'est provocatif et pourtant je veux bien poser la question. Je dois répondre ou je laisse Roland répondre? Oui, je peux répondre si tu veux. Hein. Je pense que l'histoire a montré que les deux ne marchaient plus, ne marchent pas. Une Europe allemande, l'histoire est très claire, n'était jamais bonne ni pour l'Allemagne ni pour l'Europe, et l'inverse est vrai aussi. Je veux vous dire une chose, je pense que le tandem franco-allemand a une très lourde responsabilité d'intégrer les différences qui existent en Europe et qui sont toujours là, qui persistent. L'Europe est diverse. Ça, c'est quelque chose qui nous rend riches, qui enfin n'est pas un problème, mais une chance, une opportunité. Et la responsabilité du couple franco-allemand n'est même pas de créer une Europe franco-allemande. Nous voulons créer l'Europe. Point. Et ça se fait en intégrant les diversités qui existent. La France et l'Allemagne ont ensemble la responsabilité de les intégrer. Un plutôt vers le nord, l'autre plutôt vers la Méditerranée. Si nous faisons ça, ça peut être un grand succès. Si nous ne réussissons pas, moi je suis sûr que la génération après nous va se demander ce que nous avons fait de ce merveilleux projet qui nous a pas seulement sauvé, garanti la paix, mais créé un espace de liberté, de droits de l'homme, de richesse qui n'a jamais existé avant sur ce continent. Donc ça, c'est la responsabilité. C'est ni une Europe allemande, ni une Allemagne européenne, ou une France européenne, une Europe française. Ça non plus, Napoléon n'a pas réussi à le réaliser. Il nous faut créer une Europe en travaillant ensemble avec tous les Européens convaincus. Comme je suis aujourd'hui à Speyer, à ce très beau Helmut Kohl-Ufer, je veux finir en citant Helmut Kohl qui a dit la France et l'Allemagne doivent être les amis des grands pays, mais les avocats et les partenaires des petits. L'Europe ne fonctionne pas si nous ne réalisons pas cette idée de Helmut Kohl. Et donc, moi, je suis optimiste parce que l'alternative serait pire et les gens sont en train de réaliser ça s'ils regardent les autres parties de la planète. Donc, restons unis face à cette crise, restons unis, mais aussi pour le temps après Covid-19. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à Marc Favier et de poursuivre notre programme, une petite page de pub. Dual studieren tue ich, weil ich für mich selbst befunden habe, dass es sinnvoll ist, mit Praxiserfahrung später in den Beruf zu gehen. Ich will ja selbst den Betrieb führen auch. Aber auch der Kontakt zu den Professoren und den anderen Mitarbeitern ist eigentlich sehr eng, weil wir haben eigentlich immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder auch sie mal außerhalb der Vorlesungen zu kontaktieren. Wir arbeiten hier auch immer praktisch oder wir gehen raus in die Weinberge, da wird uns was gezeigt und wir dürfen auch selber immer wieder mit anpacken. Also es ist wichtig, dass sich so ein Weincampus inmitten der Weinreben befindet, weil hier inmitten der Weinreben haben wir die Möglichkeit, einfach auch Wein zu machen und nicht nur Wein zu lernen. Es ist also eine Bündelung von sehr viel Expertise, von sehr vielen Ebenen, wo wir über Wein, Weinbau, aber auch die Vermarktung reden. Und das ist, glaube ich, einzigartig in der Welt. Wo hat eine Universität mal ein eigenes Weingut oder ist in der Beratung der Weinbranche aktiv?
werden dann eine weitere Berichtserfahrung von Catherine Lalumière sehen über ihre Vision von Europa und sie wird auch erklären, warum das Materialismus in Europa dann nicht gut ist, warum wir sollen dann nicht mehr nur an Materialismus denken. Quel avenir je souhaite pour l'Europe? Parce que je ne suis pas devin, donc je ne sais pas finalement ce qui se fera. Alors je rêve un peu. Je pense que l'Europe a une tâche pour les Européens, mais aussi à l'échelle mondiale. Nous sommes dans un monde qui est très dur, ça c'est pas nouveau, mais qui est aujourd'hui très matérialiste. Ça aussi c'est pas nouveau, mais enfin, nous sommes dans une société, l'ensemble de la planète, avec des soucis très matérialistes. Alors c'est normal, si vous voulez, que par exemple tout le monde veuille manger à sa faim, veuille pouvoir s'habiller, se loger correctement, etc. Bon, c'est du matérialisme et c'est tout à fait légitime. Mais ce qui s'est produit au fil du temps, c'est que le but de l'existence est devenu finalement l'acquisition de biens matériels, de services matériels, et finalement, la seule chose qui compte, c'est l'argent. Ce qui permet de... Voilà. Et c'est en cela que je dis, c'est un monde très matérialiste. Alors, je répète, il faut que les besoins fondamentaux soient satisfaits, c'est tout à fait normal. Mais ce qui pose quand même un problème, c'est quand on voit un gaspillage incroyable, les inconvénients de la surabondance, et puis l'absence de valeurs philosophiques. C'est quelque chose d'extrêmement préoccupant. Le matérialisme triomphant, pour l'humanité, c'est une régression et c'est un gaspillage, car la nature nous a dotés d'un esprit. Je crois que l'histoire a fait en sorte que cette Méditerranée, comme disait Fernand Braudel, et ces pays, ce petit bout d'Asie, a traversé des siècles et des siècles, et là ont été, et nous avons eu des penseurs, des intellectuels, des théologiens, des marxistes, qui ont beaucoup réfléchi et se sont développés une spiritualité. Alors, nous n'avons pas le monopole de la spiritualité. En Afrique, ça existe. En Extrême-Orient aussi. Mais l'être humain, il a un physique et des besoins liés à son corps. Il faut le nourrir, il faut l'entretenir. Bon. Donc il y a des questions matérielles, c'est vrai, mais nous avons un cerveau. Et un cerveau qui a des idées, et la pensée, et uniquement avoir pour but les biens matériels et l'argent, franchement, c'est du gaspillage. C'est du gaspillage parce que il y a la dimension spirituelle disparaît, n'est plus là. Et, je pense à un président actuel d'un grand pays
autrefois ami, qu'il est un peu moins, c'est pas l'être humain idéal que je souhaite. Voilà. Nous avons besoin d'avoir des gens avec un cerveau plus exigeant. Justement, voilà. si on dit, Et l'Europe a une responsabilité de ce point de vue-là, parce que, je répète, elle n'a pas le monopole de la spiritualité, mais elle a un certain nombre d'expériences qui font qu'elle peut, j'espère, contrebalancer cette pensée matérialiste qui a dominé depuis pas mal de temps, je dirais au moins une cinquantaine d'années, peut-être davantage, et c'est devenu insupportable, intolérable, et à certains moments on se dit d'ailleurs mais ils vont détruire la planète, et c'est complètement fou. Et je pense que l'Europe a une responsabilité là. Justement, dans le contexte actuel, avec la crise sanitaire qu'on traverse, on a vu que cette partie matérielle est très importante parce qu'il y a eu cette guerre logistique, entre guillemets, même entre les pays européens et du monde. On a eu aussi de l'entraide et de la solidarité. Quelles réponses pensez-vous que sont nécessaires pour l'Europe de demain, justement, pour faire face à ce type de situation, si jamais on en aura d'autres? Non, mais loin de moi l'idée qu'il faille abandonner le terrain matérialiste. Et par exemple, vous citez les mésaventures que l'on a eues au début de la pandémie, quand on s'est aperçu qu'on n'avait pas les masques, par exemple, nécessaires. Bon, c'est évident que c'était très imprudent de laisser le fournisseur uniquement en Extrême-Orient, rien que le temps pour acheminer ces produits dont on avait besoin pour notre santé, c'était très imprévoyant. Donc il est nécessaire que nous résolvions nous-mêmes et sur notre territoire un certain nombre de choses. Bon. Alors, il ne faut pas non plus vouloir tout fabriquer nous-mêmes, il faut équilibrer tout ça. Loin de moi l'idée que les questions matérielles, il ne faut pas s'en occuper. Il faut s'en occuper le plus intelligemment possible, le plus efficacement possible. Mais dans la société, il n'y a pas que ces questions matérielles. Et c'est en cela que je dis l'avenir de la planète, l'avenir de l'humanité, doit reposer sur une gestion intelligente des questions matérielles, mais aussi sur des valeurs. Et ne serait-ce que le partage de la richesse. Et là, on est dans le domaine social, mais c'est aussi des valeurs sociales. Le déséquilibre trop important dans le partage de la richesse, c'est un facteur de conflit, inévitablement. Et pas tout de suite, mais au bout d'un certain temps. Donc, je crois profondément que l'humanité doit essayer de gérer intelligemment les questions matérielles. Loin de moi l'idée qu'on est des purs esprits. Il faut que ces questions matérielles soient bien gérées, mais avec une dimension spirituelle très importante. Nous ne sommes pas des bêtes. Nous sommes... là aussi, je cite François Mitterrand, les choses de l'esprit. Nous avons un cerveau et il faut s'en servir. Merci beaucoup. Mais c'est peut-être le rôle de l'Europe dans les années futures. Car nous sortons d'une période où le matérialisme a contaminé
l'ensemble de la planète. Et ça, c'est quand même terriblement dangereux. Vielen Dank, Frau Lalumière und das Maison de l'Europe in Paris. Wir werden jetzt die Konferenz beschließen. Erstmal, ich möchte mich bedanken an alle Leute, die an dieser Konferenz teilgenommen haben. Das war eine sehr schöne Erfahrung mit euch allen und wir waren wirklich in diesem Geist von Schengen. Wir waren Leute von Ägypten, Leute von Frankreich in Belfort, Leute von Indien, die in der anderen Seite der Straße sind. Sie sind gefahren von Saarbrücken nach Schengen mit dem Fahrrad. Ja, ich habe bestimmt noch weitere Nationalitäten vergessen. Russland war auch dabei, Ukraine. Und das ist wirklich also der Geist von Schengen. Vielen Dank. Ich möchte dann euch Tschüss sagen und vielen Dank auch an den Partner, das Deutsche Französische Jugendwerk. Ohne die wird das nicht möglich sein. DAAD natürlich, die Region Bourgogne-Franche-Comté, die dieses ganze Projekt Schengen 35 finanziert haben. Vielen Dank natürlich an dem Zentrum, wo wir hier gesetzt haben. Also ihr könnt das nicht sehen, aber das ist ziemlich toll, Wabu gerade. Wir haben in der Schnelle die Internetverbindung versucht wieder zu kriegen. Ja, also vielen Dank an alle, an die Übersetzer natürlich, ja, UTBM Produktion und alle. Ich habe bestimmt noch Leute vergessen, aber bitte nicht, also mich verzeihen. Ja. Und natürlich an der Kommunikation. Bye bye. Bleiben Sie noch dran, es folgt eine kurze musische Untermalung von Christian Scheller zum Ausklang.
Bye bye. Bye bye.